Hier soir, on a eu une soirée de Coupe du Monde comme on les aime. Une équipe qui écrit l'histoire, une autre qui arrache sa qualification dans un scénario fou, et surtout un favori qui termine premier de son groupe, mais qui ne rassure absolument personne. Parce que oui, l'Allemagne est première, mais si vous avez vu le match contre l'Équateur, vous savez très bien que le vrai message de la soirée, ce n'est pas l'Allemagne est prête, le vrai message va plutôt être « Attention, cette Allemagne peut exploser quand le niveau monte ». Et à côté de ça, l'Équateur a peut-être vécu l'un des plus grands soirs de son histoire récente, pendant que la Côte d'Ivoire a enfin franchi un cap historique. Salut les gars, c'est Lucas Footlab. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo débrief, où on va parler de Allemagne-Équateur et aussi de la qualification historique de la Côte d'Ivoire contre Curaçao. Et c'est parti, on va commencer tout de suite avec l'Allemagne-Équateur. Mais si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, ça fait plaisir et ça aide à soutenir la chaîne. Le match le plus fort pour moi, c'est Équateur-Allemagne, 2-1. Et le plus fou, c'est que l'Allemagne démarre parfaitement. Un but très rapide de Leroy Sané. Après même pas 2 minutes, sur le papier tu te dis c'est terminé. L'Équateur avait déjà souffert dans cette poule, avait manqué d'efficacité. Et s'ils prennent un but presque immédiatement, c'est justement à ce moment-là que le match va devenir intéressant. Parce que l'Équateur aurait pu s'effondrer mentalement. Ils auraient pu se dire encore une fois, rien ne tourne pour nous. Ils avaient perdu très tard contre la Côte d'Ivoire, ils avaient été frustrés contre Curaçao, et là ils prennent un but direct contre l'Allemagne, dès les premières secondes. Mais au lieu de couler, ils ont répondu. Et c'est ça qui change tout. L'Équateur n'a pas gagné parce qu'ils ont été brillants pendant 90 minutes. Mais ils ont gagné parce qu'ils ont refusé de mourir. Que ça, on l'a vu, tout cet aspect émotionnel, les larmes, l'explosion émotionnelle au coup de sifflet final, le sentiment que cette génération équatorienne venait enfin de valider quelque chose de très fort. Cependant, soyons honnêtes, l'Équateur a un jeu offensif qui est loin d'être parfait. En attaque placée, ça reste parfois limité. Ça manque encore de mouvement collectif, il manque parfois un vrai dernier geste, et on sent que cette équipe ne s'est pas construite pour écraser les adversaires avec le ballon. Son identité est claire, l'intensité des duels, les courses verticales, les récupérations hautes, l'agressivité, le caractère. C'est une équipe beaucoup plus dangereuse quand elle peut mettre le match dans le combat. Et face à l'Allemagne, c'est exactement ce qu'elle a réussi à faire. Elle a transformé ce match en épreuve mentale et physique, et dans ce domaine-là, elle a été bien supérieure. C'est pas forcément l'équipe qui est la plus spectaculaire, ça c'est sûr, mais c'est typiquement une équipe que personne n'a envie de jouer en phase d'élimination directe. Pourquoi ? Parce qu'elle peut te salir le match, elle peut t'empêcher de respirer, elle peut te forcer à jouer au football inconfortable. Et pour une équipe comme l'Angleterre, si c'est l'adversaire qui arrive, c'est pas un cadeau du tout. Surtout que l'Angleterre, on l'a vu dans son dernier match, peut manquer également d'efficacité. Donc on serait sur une équipe qui serait mise pas mal en difficulté pour moi par cette équipe de l'Équateur. Et dans ce match, on peut pas faire autrement, mais on est obligé de parler de Plata. Et pas de la phrase de Pablo Escobar, Plata ou Plombo. Non, là c'est le joueur. Oui, c'était une blague de merde, j'avoue. Son but tardif, c'est une libération. Les images décrites dans les stades sont incroyables. Tout ce qu'on nous montre, c'est incroyable, c'est une explosion d'émotions. C'est des gens qui pensent qu'ils ont enfin réalisé quelque chose. Et ça, c'était beau à voir. Mais il ne faut pas réduire l'Équateur à juste Plata, parce qu'il y a aussi Angulo qui est très important, Pacho, parce que la charnière est tenue dans les moments difficiles, et c'est Pacho qui est le maître de cette défense. Et surtout, l'Équateur a eu des joueurs capables de répéter les efforts, d'aller au duel, d'avancer même quand le match semblait mal embarqué. Parce qu'on a vu dans ces chaleurs extrêmes de la Coupe du Monde, le match a tendance à être ralenti, parfois dur physiquement. Donc l'aspect physique va être un point essentiel par la suite. Le point fort de cette équipe, c'est pas seulement la qualité individuelle, c'est l'énergie collective. Et c'est pour ça que je trouve que cette qualification, elle est dangereuse pour les autres. Parce que l'Équateur arrive en phase finale avec une émotion énorme, avec un match référence et avec un sentiment d'avoir survécu à une poule très très dure. Maintenant qu'on a vu le positif et la beauté de cette rencontre en parlant de l'Équateur, attaquons maintenant le négatif. Donc, parlons de l'Allemagne. Et là, on va pas partir dans le piège du classement, parce que l'Allemagne elle est première, on pourrait se dire ils ont fait le taf. Ok, elle est déjà qualifiée. Et oui, c'est pas forcément un match qui était vital pour eux. Mais justement, le problème il est là. Nagelsmann a quand même mis une équipe très proche de son type. Et quand tu mets ton équipe forte, que tu perds, et que tu donnes une impression de fragilité, c'est pas anodin. Parce que l'Allemagne a montré beaucoup de problèmes. D'abord, Neuer ne rassure pas, c'est une légende, évidemment, pour moi c'est le meilleur gardien de tous les temps, mais sur cette Coupe du Monde, il donne pas cette impression d'être un gardien hyper sécurisant. Ensuite, on a Kimmich latéral, ou dans une structure hybride qui peut exposer l'équipe.
Parce que l'Allemagne peut se retrouver parfois coupée ou ouverte, vulnérable dès qu'une équipe met de l'intensité, parce que tu as déjà un milieu de terrain fort, alors tu choisis d'utiliser Kimmich en tant que latéral. Mais Kimmich, dans les phases offensives, va avoir tendance à revenir vers le milieu. Donc ça peut parfois t'ouvrir et provoquer des problèmes. Surtout que l'Allemagne donne parfois de la pression d'une... je sais pas comment dire, plutôt une impression bizarre d'avoir beaucoup de talent, mais pas une équipe très claire. T'as Musiala, Wirtz, Sané, Havertz, et des joueurs techniquement très forts. T'as du Joshua Kimmich, Jonathan Tah, c'est fort aussi. Donc t'as quand même beaucoup de talent dans cette équipe, mais dans les temps faibles, ça manque de contrôle. Dans les duels, ça souffre. C'est bizarre comme équipe en fait. Et quand le match devient physique, l'Allemagne n'a pas toujours la réponse. Alors qu'historiquement, l'Allemagne est censée être une équipe très physique, excellente dans les duels, qui fait des fautes, mais parce qu'elle joue dur physiquement, pas des mauvaises fautes. Et là, je retrouve plus cet ADN allemand qu'on pouvait avoir il y a des années. Et évidemment, quand une équipe a des problèmes, on va parler de son entraîneur. Le vrai débat va porter autour de Julian Nagelsmann. Parce que on peut se poser plein de questions. Pourquoi il n'a pas fait tourner davantage ? Pourquoi est-ce qu'il ne teste pas d'autre chose ? Depuis le début de la compétition, il ne met que le même 11. Il fait toujours la même chose. Et à un moment donné, on peut quand même se poser des questions. Pourquoi est-ce que tu ne tentes pas autre chose ? Enfin, tu as des joueurs dans ton équipe. Pourquoi est-ce qu'on doit scoltiner Leroy Sané encore et encore et encore et encore ? Oui, je sais, aujourd'hui, il a marqué. Mais c'est la seule chose bien qu'il a fait de son match. Et si on regarde les autres matchs, il a été nul, il a été dégueulasse. Et on se demandait où en était sa confiance avant ce match-ci. Jusqu'à ce qu'il marque. Et là on se dit, ah ben voilà, ça y est. Non mais le but qu'il met, c'est, entre guillemets, but facile, c'est pas pour diminuer la performance. C'est juste pour dire qu'il a le ballon dans la bonne zone. Et il a le champ libre pour frapper. Donc voilà, il marque. C'est très bien, félicitons-le. Cependant, sur le reste du match, il est pas bon, quoi, s'il vous plaît. Moi j'aime bien le Bayern. Et j'ai toujours aimé de voir le Bayern. Mais quand il était au Bayern, je n'en pouvais plus de le voir, ce mec. Je n'en pouvais plus de le voir. Et maintenant, en équipe allemande, c'est pareil. Moi, j'en peux plus de le voir. C'est pas possible. Pourquoi est-ce qu'on peut pas essayer quelqu'un d'autre ? Et quoi, il sort avec la fille du coach ? Ça se passe comment ? Comment c'est possible que ce mec, il reste ? C'est incroyable parce que jusqu'à aujourd'hui, il avait fait que des mauvais matchs, en fait. Jusqu'à ce qu'il marque son but, là, avant la deuxième minute, là. Il avait fait que des mauvais matchs. Et le gars, il sort pas du 11. On peut aussi se demander pourquoi pas donner plus de place à certains joueurs qui auraient pu apporter une autre dynamique dans l'équipe. Parce que dans un match comme ça, où t'as pas forcément de pression, ça peut justement servir d'un match pour ouvrir un peu tes options, récompenser certains remplaçants, notamment Undav qui est excellent chaque fois qu'il rentre. Tu pourrais dire, je fais un peu souffler les autres et je mets Undav titulaire. Ben non, il l'a pas fait. Nagelsmann, il a choisi sa continuité, ok, mais bon, du coup, t'as pas le résultat, t'as fatigué tes joueurs, et tu te demandes si tu peux pas tester autre chose. Et le danger, c'est pas seulement la défaite, c'est le message aussi que tu envoies au groupe. Parce que certains joueurs semblent intouchables, d'autres semblent condamnés au banc, et si les résultats suivent, personne ne dira rien, mais si l'Allemagne sort tôt, le match deviendra une pièce à conviction, forcément. Et pour moi, l'Allemagne reste dangereuse, évidemment, parce qu'elle a beaucoup de talent. Mais aujourd'hui, elle ne ressemble pas à une équipe qui fait peur. En fait, elle ne ressemble même pas à une équipe. Ils n'ont pas ce sentiment... Moi, j'ai pas ce sentiment d'équipe quand je la regarde. Elle ressemble plus à des gens qui vont beaucoup se battre, ou qui vont battre beaucoup de monde, mais qui vont aussi certainement tomber très très vite. Il y a aussi une dernière chose que je voulais dire, c'était pourquoi pas profiter de ce match pour essayer un autre système de jeu que son 4-2-3-1. Parce que tu pouvais peut-être penser qu'avec la quantité de joueurs d'axe que tu as, notamment avec Wirtz et Musiala, qu'il pouvait peut-être essayer de choisir un nouveau système. Mais non, il est resté dans son optique de 4-2-3-1, avec Havertz en pointe, alors qu'Havertz, c'est compliqué, hein, c'est relativement compliqué ces derniers temps. Havertz rate énormément d'occasions, mais en attendant, il est quand même bon dans le jeu. Par contre, franchement... peut-être essayer, je comprends pas comment c'est pas possible d'essayer une autre formation. Je sais pas, c'est interdit de s'essayer un 4-3-3, c'est interdit de s'essayer un 4-4-2 ou une autre formation. Je sais pas, quelque chose qui pourrait peut-être essayer de transformer ton équipe. Un 4-4 de losange, quelque chose qui mettrait tes joueurs axiaux plus en lumière ou quelque chose comme ça. Non, il reste même compo, même formation, même système de jeu, on touche à rien. Mais justement, il fallait profiter de ce match pour essayer autre chose. Et puis voilà. Je veux pas dire, mais Jonathan Tah qui fait une erreur monstrueuse,
qui, à un certain moment, ne me rassure pas. Déjà, premier match de ces groupes sur l'Allemagne, j'avais dit, Jean Tintin me rassure pas. On est au troisième, il me rassure toujours pas. Et puis on a perdu l'efficacité défensive parce que tu as perdu Schlotterbeck qui était ton meilleur défenseur. Sans Schlotterbeck, on doit se recoltiner Rudiger. Alors ça ne peut pas aller mieux, forcément. Enfin bon, je vais arrêter de cracher sur cette équipe et sur Nagelsmann. Il va plutôt partir sur la bonne histoire avec la Côte d'Ivoire. Donc maintenant, la Côte d'Ivoire. Et là, on va prendre 2 secondes quand même pour mesurer ce que ça représente. Parce que la Côte d'Ivoire qui se qualifie pour la première fois de son histoire en phase d'élimination directe de la Coupe du Monde, c'est pas un détail. On peut toujours dire oui mais c'était Curaçao, c'est vrai. Mais justement, dans une Coupe du Monde, faire le travail que tu dois faire, c'est déjà une preuve de maturité. Et Curaçao, c'est pas une mauvaise équipe. Curaçao, c'est une équipe qui sait jouer, qui sait défendre. Parce que moi, j'ai bien aimé de voir Curaçao. Je trouve que c'est une équipe qui est agréable à voir jouer. Et c'est une équipe qui peut se mettre en danger. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas peur du ballon. Elle sait jouer avec le ballon, elle sait faire des redoublements de passes. Et attention, si tu lui laisses le ballon, elle peut piquer. Donc franchement, moi, je suis content de voir cet Équateur réussir ce genre de performance. Notamment que, vu que l'Équateur arrache son moment, avec la Côte d'Ivoire, tu vois enfin un cap qui est franchi, qui est mis en parallèle, je trouve. Mais maintenant, soyons justes. Il ne faut pas non plus raconter que la Côte d'Ivoire a battu un monstre. Parce que Curaçao, elle devait gagner, elle a gagné. C'est propre, c'est sérieux, mais c'est pas une démonstration qui change vraiment son statut. Le vrai mérite ivoirien, il est plutôt sur l'ensemble du groupe. Ils ont montré qu'ils pouvaient exister en face de grosses équipes, ils ont montré de la cohérence, et surtout ils ont montré une capacité à gérer un rendez-vous historique sans trembler. Parce que moi, je n'ose même pas imaginer la pression que tu as sur tes épaules avant le début de ce match, où tu dis si on gagne, on fait quelque chose d'historique. Et ça, cette pression, il faut la tenir, parce que le mental, au foot, c'est hyper important. Et dans une Coupe du Monde, c'est certainement encore plus important que tes qualités de footballeur. Donc ça, pour une sélection qui veut passer un cap mondial, c'est extrêmement important, et c'est pour ça que je tenais absolument à le souligner. Une vraie question maintenant, jusqu'où va aller cette Côte d'Ivoire ? Et je vais être clair, c'est pas une équipe à sous-estimer. Attention, parce que dans l'imaginaire collectif, beaucoup de gens, ou encore... Moi, en ce moment, je vis en République tchèque. Et ici, quand tu parles d'équipes africaines, elles sont extrêmement sous-estimées et je pense que c'est le cas dans beaucoup d'endroits. On sous-estime encore énormément les équipes africaines. Mais je vais être clair, il y a pas mal d'équipes africaines cette année qu'il ne faut absolument pas sous-estimer. Et pour moi, la Côte d'Ivoire en fait clairement partie. Parce qu'elle a de la puissance, elle a des individualités, ils ont une vraie énergie. Et quand tu vois le taf que certains attaquants ivoiriens ont fait, bah tu te dis, punaise, je pense que même une équipe comme l'Allemagne, elle en veut bien un ou deux. Hein, et pourtant, on parle quand même de l'Allemagne de Musiala et de Wirtz. Donc je pense que cette équipe a une vraie qualité. Et en plus de cette qualité, ils ont une vraie énergie et puis ils vont arriver avec une confiance énorme. Est-ce que je les vois gagner la Coupe du Monde ? Je pense pas. Voilà. Je pense pas qu'ils puissent aller jusque-là. Mais est-ce qu'ils peuvent poser problème au 16e ? Évidemment. Est-ce qu'ils peuvent aller jusqu'au 8e ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Parce que ce genre d'équipe, c'est quand elle sent qu'elle a rien à perdre, qu'elle est vraiment dangereuse. C'est une équipe où, si elle sent que ça y est, c'est fini, il faut gagner ou rien, ben, c'est à ce moment-là qu'ils vont avoir une énergie qui sort de je ne sais où et qui vont pouvoir vraiment te mettre à mal. Surtout avec l'énorme qualité de joueurs qu'ils sont. Donc il y a quand même une différence d'équipe, ils ne sont pas là par hasard et ils peuvent aller très loin et il ne faut vraiment pas les sous-estimer. La Côte d'Ivoire ne s'est pas juste qualifiée, elle s'est montrée comme légitime dans cette Coupe du Monde. Là je vais passer rapidement un peu sur le groupe F. On sait que les Pays-Bas battent la Tunisie 3-1 et terminent premier, donc le constat est simple, les Pays-Bas ont fait ce qu'il fallait faire, ils ont battu la Tunisie par contre sortie... Voilà, moi, la Tunisie, je suis extrêmement déçu cette année. Je m'attendais vraiment à mieux. Au moins une réaction d'orgueil. Ils avaient besoin de montrer quelque chose, mais au final, ils se sont laissés marcher dessus par tout le monde. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme résultat ? On a eu le Japon-Suède 1-1. Là, c'est un résultat qui arrange finalement les deux équipes, puisque le Japon et la Suède continuent leur route. Le Japon termine 2e, la Suède 3e, mais l'essentiel est là. Les deux restent en vie. Le Japon confirme qu'il est devenu une vraie nation régulière en Coupe du Monde et ça, c'est pas une surprise exotique parce que ça fait quelques années qu'ils sont quand même là, qu'ils se montrent et qu'ils construisent de plus en plus une équipe très solide. Surtout que cette année, ils ont quand même pas mal de blessés et malgré les blessés, ils arrivent quand même à te sortir un beau parcours. Maintenant, on va passer au résumé.
Et pour le résumer, je vais faire simple, je vais donner 3 grandes idées. La première idée, ça va être l'Équateur est peut-être plus dangereux maintenant qu'avant le tournoi. Parce qu'avant, on parlait de belle génération. Maintenant, ils ont fait un match fondateur, ils ont vécu une qualification dans la douleur, dans les larmes et dans le combat. Et ce genre de moment peut souder un groupe et créer une vraie dynamique. La deuxième idée, la Côte d'Ivoire a franchi un cap historique. C'est pas juste une qualification, c'est un blocage qui saute. Et parfois, quand une sélection enlève ce poids-là, elle joue plus libérément derrière. Libérément, je suis pas sûr que ça se dit. Non, on dit librement. Et en plus, le blocage qui saute, ça te donne un aspect mental que tu n'avais pas avant. Et comme je l'ai déjà dit, je le répète, l'aspect mental va être extrêmement important. Donc je compte sur cette Côte d'Ivoire pour montrer qu'ils peuvent vraiment aller loin et qu'il ne faut pas les sous-estimer. Troisième idée, l'Allemagne ne rassure pas. Elle a du talent, elle a des noms et elle a le statut. Mais aujourd'hui, elle ne donne pas l'impression d'un favori solide. Elle donne l'impression d'une équipe qui peut être brillante par moments, mais fragile dès que l'adversaire met de l'impact, de l'intensité et du désordre. Et en face à l'élimination directe, c'est exactement ce genre de fragilité qui peut coûter très cher. Et enfin, pour conclure, je dirais que oui, l'Allemagne termine première, mais hier soir, elle n'a pas marqué les esprits. Ce sont l'Équateur et la Côte d'Ivoire qui nous ont marqués. L'Équateur parce qu'ils ont transformé un début de match catastrophique en soirée historique. Et la Côte d'Ivoire parce qu'elle a enfin ouvert une porte que tout un pays attendait depuis des années. Toute cette nation attendait que ce verrou saute. Et ça y est, ils l'ont fait. Et maintenant, la Coupe du Monde change complètement de visage. Les calculs de groupe, c'est bientôt terminé. Maintenant, on va entrer dans les matchs où une erreur te renvoie chez toi. Et là, on va entrer dans la phase la plus importante de cette Coupe du Monde, et enfin celle qu'on attend tous. Et franchement, après ce qu'on a vu hier, je suis pas sûr que les favoris soient aussi tranquilles que ce qu'ils pensaient. Et sur ce, les gars, dites-moi en commentaire. Vous voyez l'Équateur capable de sortir un gros en phase finale, ou c'est juste une soirée d'émotion? Et surtout, est-ce que vous êtes vraiment rassurés par cette Allemagne? Comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça fait plaisir et ça aide à soutenir la chaîne. Et sur ce, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Bye.